Seules des méthodes d'espionnage très élaborées auraient pu débusquer ces fusées pointées en direction des villes américaines, et en ces heures décisives de la guerre froide, les États-Unis ne disposent que d'une seule arme efficace, l'espionnage aérien. « 29 août 1962. Un avion U-2 de la CIA est envoyé en reconnaissance au-dessus de Cuba. Mission, photographier l'île sur toute sa surface. On a repéré la présence de missiles soviétiques sur l'île et les deux superpuissances sont à la veille d'engager un terrible bras de fer. L'avion de reconnaissance, qui photographie le sol cubain depuis une altitude de plus de 20 000 mètres, repère très nettement les équipes soviétiques au travail. Ce sont ces photos qui vont déclencher une confrontation entre les deux puissances ennemies. Le monde est menacé d'un conflit nucléaire. Pendant tout l'été 1962, les réfugiés cubains débarquant sur les côtes de Floride ont fait état d'un afflux continu d'armements soviétiques sur l'île. De leur côté, les agents de la CIA stationnés à Cuba ont informé leurs supérieurs que des missiles SAM-2, des armes défensives très meurtrières, circulaient sur les routes de l'île. Grâce à des photos aériennes de cargos soviétiques, les experts de la CIA sont parvenus à identifier la plupart des armes acheminées à Cuba. En mesurant la taille des caisses entreposées sur le pont, les agents chargés d'interpréter les photos ont pu déterminer le type d'armement qu'elles renfermaient. Ils ont ainsi découvert par exemple que ces caisses contenaient des patrouilleurs lance-missiles Comar, autrement dit des engins meurtriers capables de couler des porte-avions. Plus tard, ces mêmes bateaux ont été photographiés dans le port cubain de Mariel. Cette technique d'identification est l'invention d'un officier des services secrets qui dirige le Centre national d'interprétation photographique au sein de la CIA. Nom, Arthur Lundal. Né le 1er avril 1915 à Chicago, où il a fait toutes ses études supérieures. C'est la référence en matière d'interprétation des renseignements photographiques. Les U-2 avaient survolé des tas d'endroits avant. Et partout, on avait vu des équipes débarquer des caisses des bateaux, les ouvrir, et on avait pu voir ce qui en sortait. Alors, quelques mois plus tard, quand on a vu les mêmes caisses débarquer à Cuba, on savait exactement s'il s'agissait d'un MiG-21 ou d'un IL-28 ou d'un Beagle. On en savait assez long sur le matériel militaire soviétique, parce qu'on y travaillait déjà depuis des années, bien avant la crise de Cuba. Sur les photos du 29 août, Lundal et son équipe repèrent 8 missiles SAM, des missiles anti-aériens sol-air, installés et prêts au lancement sur les côtes nord-ouest de Cuba. Les SAM ont une portée de 23 000 mètres, assez pour abattre un avion U-2 en vol. Il n'y a pas de doute possible, la base de lancement apparaît nettement. Les 6 lance-missiles reliés entre eux par des routes forment une étoile à 6 branches, très facilement repérable. Dino Brugioni, officier supérieur au Centre d'interprétation photographique, c'est exactement ce qu'il cherche. L'interprète photo travaille à partir de ce qu'on appelle une signature. Les militaires procèdent toujours à partir de schémas bien précis. Une fois qu'on a repéré un de ces sites, on dispose d'une photo qui permet l'identification d'autres sites du même type. On avait vu des bases SA-2 en Russie, mais aussi en Égypte et en Indonésie. Alors, quand on en a repéré une à Cuba, on n'était pas tellement surpris.
Les services secrets américains savent que c'est un SAM-2 qui a abattu l'avion de reconnaissance du pilote Francis Gary Powers au-dessus de l'Union soviétique 2 ans plus tôt, en 1960. Les conseillers du président Kennedy ne s'inquiètent pas outre mesure de la présence de ces missiles à Cuba. Le secrétaire d'État Dean Rusk et le conseiller à la sécurité nationale McGeorge Bundy font remarquer qu'il ne s'agit que de missiles défensifs, destinés à défendre Cuba contre une éventuelle invasion américaine. Le patron de la CIA, John McCone, est presque seul à penser que l'URSS compte faire de Cuba une base pour ses missiles nucléaires offensifs pointés en direction des États-Unis. Et comme il le dit lui-même, ne croyez pas qu'ils installent leur SAM pour protéger les coupeurs de canne à sucre. Ils cherchent plutôt à abuser nos moyens de reconnaissance. De leur côté, Rusk et Bundy s'inquiètent plus de la crise diplomatique que ne manquerait pas de déclencher la destruction d'un U-2 par ces mêmes missiles soviétiques. Et en septembre, ils interrompent la mission U-2 au-dessus de l'île. Le président Kennedy les soutient, convaincu de la fonction essentiellement défensive des missiles SAM. Mais il met l'URSS en garde contre toute velléité d'aller au-delà. Dans un communiqué officiel où il reconnaît que rien ne prouve la présence de missiles offensifs à Cuba, il ajoute « S'il en était autrement, les conséquences pourraient être très graves ». Mais cet avertissement arrive trop tard. Le 15 septembre 1962, un avion de reconnaissance américain photographie le Poltava, un cargo soviétique en route vers Cuba. Il est chargé de missiles nucléaires. Pendant les 6 semaines qui ont suivi la découverte des bases de lancement SAM, Cuba n'a plus fait l'objet d'aucune surveillance aérienne. Mais les agents de la CIA sur l'île ont continué à faire état de la présence de missiles, surtout près de San Cristobal, à l'ouest de Cuba. Finalement, presque un mois après que le Poltava a déchargé sa terrible cargaison, Kennedy accepte d'autoriser l'envoi d'un avion espion au-dessus de la pointe ouest de l'île. L'U-2 décolle le dimanche 14 octobre 1962. Et les photos qu'il rapporte laissent les experts médusés. Elles montrent de façon très nette que les Soviétiques sont en train de construire 3 bases de lancement de missiles balistiques offensifs à moyenne portée. Cette nouvelle est aussitôt communiquée au grand patron Arthur Lundal. Les interprètes photos sont des gens cachotiers. Ils ne vous disent pas ce qu'ils vous montrent. Ils attendent que vous leur disiez ce que vous voyez, pour avoir une confirmation en quelque sorte. Parce que s'ils vous disent ce qu'ils y voient, c'est fichu, on ne voit plus que ça. Alors je les ai regardés, je leur ai dit, je sais à quoi vous pensez et je pense la même chose que vous. Mais revoyons la question tous ensemble. Et on est tous tombés d'accord pour dire qu'il s'agissait de SS-4. Le matériel photographié est le même que celui des parades militaires à Moscou. Des missiles SS-4 posés sur leur remorque de transport. 6 sur cette photo, 7 sur une autre. Grâce à la technique de photogrammétrie qui permet de déterminer la taille d'un objet à partir de sa reproduction photo, Lundal et ses collègues établissent la longueur des remorques à 22 mètres, exactement comme celle utilisée pour transporter les SS-4. Mardi 16 octobre. Lorsque Kennedy rejoint ses ministres un peu avant midi, il connaît déjà la mauvaise nouvelle. Mais c'est maintenant à Arthur Lundal de le convaincre que ses interprètes photos ont raison. Il était très calme, très détendu, aucun signe de fébrilité. Sa voix était assurée, il posait les bonnes questions. À la fin de notre entretien, il a réfléchi un instant, puis s'est tourné lentement vers moi, m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Êtes-vous sûr de tout ceci ?» Et je lui ai répondu « Monsieur le Président, j'en suis aussi sûr que peut l'être un interprète photo. Mais je crois que jusqu'à présent, nous vous avons rarement mal conseillé sur les nombreuses questions que vous nous avez soumises. Oui, je suis tout à fait convaincu qu'il s'agit de missiles. » Jeudi 18 octobre. Le président Kennedy reçoit le ministre des Affaires étrangères soviétique, Andrei Gromyko. Les Russes ignorent à quel point Kennedy est au courant de leur manœuvre. Pour Gromyko, cette visite n'est qu'une nouvelle occasion de se livrer à la maskirovka, l'art de la dissimulation et de la désinformation. Il est porteur d'un message de Khrouchtchev qui se veut rassurant.
le déploiement militaire à Cuba est purement défensif. Dans la salle ovale, Kennedy a apporté les photos aériennes de Lundal, mais il décide de ne pas les montrer à Gromyko. Et tandis que les Russes quittent la salle, il murmure à son aide de camp « Quel fiefé menteur !» Un peu plus tard, Arthur Lundal et son équipe communiquent de nouvelles preuves qui confirment le déploiement soviétique à Cuba. Ils ont déjà vu cette signature sur des photos prises au-dessus de l'URSS. Il s'agit de rampes de lancement pour les terribles SS-5, des missiles balistiques intermédiaires d'une portée de 3500 km. Désormais, c'est tout le continent américain, excepté l'extrême nord-ouest, qui est menacé. C'était le même schéma, avec une série de marques comme des entailles. En voyant ça, on était sûr qu'il s'agissait au moins de 3 ou 4 SS-5. En plus de ça, ils coulaient du ciment, ils installaient du matériel lourd. L'espionnage est désormais l'arme principale des Américains dans cette crise. Une forme d'espionnage aérien qu'ils n'ont encore jamais utilisée à une telle échelle. Le président et ses conseillers envisagent 3 plans d'action. L'invasion de Cuba, une frappe aérienne contre les bases de missiles ou le blocus des cargos soviétiques transportant les armes. Le lundi 22 octobre, la CIA informe le gouvernement que 4 bases de missiles soviétiques sont prêtes à tirer des ogives nucléaires sur les États-Unis. Les chefs d'état-major américains prônent l'invasion immédiate de l'île. Les conseillers du président, eux, préconisent une attaque aérienne massive sur les bases de missiles. Mais Kennedy ne leur cède pas. Il craint qu'une intervention militaire à Cuba ne provoque une contre-attaque soviétique à Berlin. Dans un message télévisé, il informe le peuple américain de la présence des missiles soviétiques à Cuba et ordonne un blocus immédiat contre les navires soviétiques. A strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. Dans l'Atlantique, la marine américaine se met en place. C'est la plus importante mobilisation depuis la Deuxième Guerre mondiale. 4 divisions militaires, y compris la 82e et la 101e aéroportée, sont mises en alerte. On charge les B-52 de bombes nucléaires avant de les envoyer au-dessus du cercle polaire, où ils attendront l'ordre de mettre le cap sur l'Union soviétique en cas de conflit. Dans 18 bases aux 4 coins des États-Unis, des missiles balistiques intercontinentaux sont prêts au lancement. Des sous-marins lance-missiles Polaris prennent position dans l'Atlantique Nord, avec des ogives nucléaires capables de détruire les principales villes d'Union soviétique. Les États-Unis et l'URSS sont au bord de la guerre. « 24 octobre. La nouvelle tombe dans les premières heures de la matinée. 5 cargos soviétiques soupçonnés de transporter des missiles ont fait demi-tour avant d'atteindre la ligne de blocus et rentrent chez eux. La stratégie américaine a payé. Mais les missiles soviétiques sont toujours sur leur rampe de lancement à Cuba et toujours pointés vers les villes américaines. La crise n'est pas terminée. Jeudi 25 octobre. L'ambassadeur américain auprès des Nations Unies, Adlai Stevenson, engage un débat houleux au Conseil de sécurité. Il accuse les Soviétiques de déployer des missiles nucléaires offensifs à Cuba. Son adversaire, l'ambassadeur soviétique Valerian Zorin, lui répond que les États-Unis mentent. Stevenson met alors Zorin au pied du mur. Let me ask you one simple question. Do you, Ambassador Zorin, deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no? Don't wait for the translation, yes or no?
I should like to say, sir, Mr. Stevenson, would you continue your statement, please? You will receive the answer in the due course. I'm prepared to wait for my answer until hell freezes over, if that's your decision. Mais Stevenson n'attend pas. Il a en sa possession les photos aériennes d'Arthur Lundal et explique aux délégués stupéfaits ce qu'elles signifient. Les photos des avions espions sont la preuve tangible de la mauvaise foi de l'URSS. Mais les efforts pour trouver une solution diplomatique échouent lorsqu'arrivent de Cuba des nouvelles consternantes. Un avion de reconnaissance américain a été abattu au-dessus de Cuba par un SAM-2 soviétique. Et son pilote, le commandant Rudolf Anderson, a été tué. Mais d'autres avions espions continuent de fournir des photos qui tendent toutes à prouver que les bases de lancement soviétiques seront bientôt terminées. Celles-ci révèlent 5 missiles balistiques de moyenne portée SS-4. Un 6e se trouve sous la bâche. Les interprètes photos de la CIA savent désormais que les 24 rampes de lancement sont prêtes à faire feu sur les États-Unis. C'était la saison des pluies à Cuba, et le sol était mouillé. Il ne faut pas oublier que ces missiles étaient installés au beau milieu des champs. Sur les photos, on a remarqué qu'il y avait des traces de roues allant des entrepôts jusqu'aux rampes de lancement, ce qui voulait dire que les Russes avaient fait des essais de mise à feu des missiles. Tandis que la tension monte entre les deux superpuissances, ces nouvelles preuves photographiques précipitent les décisions politiques. Les chefs d'état-major font pression auprès du président pour qu'il lance une attaque aérienne sur les bases de missiles avant d'envahir Cuba. Kennedy n'a que quelques heures pour prendre sa décision. Avant de se prononcer, il ordonne à son ministre de la Justice, Robert Kennedy, de lancer un ultimatum aux Soviétiques. Si les missiles ne sont pas retirés, les représailles seront violentes et destructrices. Le président a tout lieu d'être confiant, car il sait que les États-Unis sont bien mieux armés que l'URSS, surtout en ce qui concerne les missiles et les bombardiers. Des informations qu'il tient principalement de 2 sources. Les photos aériennes prises au-dessus de l'Union soviétique et l'agent double Oleg Penkovsky, colonel des services secrets militaires soviétiques, qui a communiqué des milliers de documents secrets à l'Ouest. Les Américains ont ainsi découvert qu'ils avaient surestimé la puissance nucléaire des Soviétiques. En fait, les États-Unis sont largement mieux équipés que leurs adversaires et Kennedy pense que Khrouchtchev va faire marche arrière. Il a raison. En échange d'une promesse américaine de ne pas envahir Cuba, l'URSS s'incline. Le 28 octobre, la réponse de Khrouchtchev est diffusée sur Radio Moscou. Le commandement militaire a donné l'ordre de démonter les missiles et de les renvoyer en URSS. Kennedy et la nation américaine tout entière poussent un soupir de soulagement. Le président avait ordonné des attaques aériennes sur Cuba dans les 48 heures si les missiles n'étaient pas démontés. Mais Kennedy se souvient que les hauts responsables soviétiques lui ont déjà menti. Cette fois, il veut la preuve irréfutable que les missiles quittent bien Cuba. Des photos aériennes seront prises pour confirmer la retraite soviétique et la victoire américaine. On a contrôlé chaque base de missiles, on a tout compté et on a suivi l'acheminement jusqu'au port. Une fois au port, on a recompté et une fois que tout était à bord, on a recompté une 3e fois. Sachant que les Américains se méfient d'eux, les Russes ouvrent les caisses entreposées sur le pont des navires et laissent photographier leur contenu. Ici, il s'agit de bombardiers IL-28, capables de transporter des bombes nucléaires, prêts à repartir en Union soviétique. Vendredi 2 novembre, le président Kennedy annonce la victoire au peuple américain. Non sans mentionner l'importance des photos aériennes dans la résolution de la crise. I want to take this opportunity to report on the conclusions which this government has reached on the basis of yesterday's aerial photographs, which will be made available tomorrow, as well as other indications, namely that the Soviet missile bases in Cuba are being dismantled, their missiles and related equipment are being crated,
and the fixed installations at these sites are being destroyed. Dans une lettre adressée à Arthur Lundal, Kennedy rend hommage au rôle primordial joué par les interprètes photos. Il écrit « Je souhaiterais rendre public les exploits accomplis par le Centre national d'interprétation photographique. Mais j'ai bien conscience que pour une organisation aussi compétente que la vôtre dans le domaine du renseignement, la discrétion est de rigueur. » Arthur Lundal est mort le 22 juin 1992, à l'âge de 77 ans. C'était un véritable pionnier dans le domaine de l'espionnage aérien et de l'analyse photographique. Au moment le plus périlleux de la guerre froide, son flegme et son intelligence claire et sereine ont aidé un président américain à éviter une guerre nucléaire. Arthur Lundal a été à la hauteur de l'événement et il a su donner au service secret américain leur heure de gloire. Et les deux superpuissances sont à la veille d'engager un terrible bras de fer. L'avion de reconnaissance qui photographie le sol cubain depuis une altitude de plus de 20 000 mètres repère très nettement les équipes soviétiques au travail. Ce sont ces photos qui vont déclencher une confrontation entre les deux puissances ennemies. Le monde est menacé d'un conflit nucléaire. Pendant tout l'été 1962, les réfugiés cubains débarquant sur les côtes de Floride ont fait état d'un afflux continu d'armements soviétiques sur l'île. De leur côté, les agents de la CIA stationnés à Cuba ont informé leurs supérieurs que des missiles SAM-2, des armes défensives très meurtrières, circulaient sur les routes de l'île. Grâce à des photos aériennes de cargos soviétiques, les experts de la CIA sont parvenus à identifier la plupart des armes acheminées à Cuba. En mesurant la taille des caisses entreposées sur le pont, les agents chargés d'interpréter les photos ont pu déterminer le type d'armement qu'elles renfermaient. Ils ont ainsi découvert par exemple que ces caisses contenaient des patrouilleurs lance-missiles Comar, autrement dit des engins meurtriers capables de couler des porte-avions. Plus tard, ces mêmes bateaux ont été photographiés dans le port cubain de Mariel. Cette technique d'identification est l'invention d'un officier des services secrets qui dirige le Centre national d'interprétation photographique au sein de la CIA. Nom, Arthur Lundal. Né le 1er avril 1915 à Chicago, où il a fait toutes ses études supérieures. C'est la référence en matière d'interprétation des renseignements photographiques. Seules des méthodes d'espionnage très élaborées auraient pu débusquer ces fusées pointées en direction des villes américaines, et en ces heures décisives de la guerre froide, les États-Unis ne disposent que d'une seule arme efficace, l'espionnage aérien. « 29 août 1962. Un avion U-2 de la CIA est envoyé en reconnaissance au-dessus de Cuba. Mission, photographier l'île sur toute sa surface. On a repéré la présence de missiles soviétiques sur l'île.